Allez, l'invité politique de LCI Midi, gros plan aujourd'hui sur Nathalie Arthaud qui est avec nous, candidate lutte ouvrière. Bonjour. Bonjour. Alors c'est votre troisième campagne déjà. Votre meilleur score c'était en 2012, 0,64%. Pourtant, malgré ces scores, qui sont des scores évidemment assez faibles, vous êtes toujours là et même mieux, vous arrivez toujours à avoir vos parrainages avec, semble-t-il, une vraie marge de sécurité. Le dernier relevé du Conseil constitutionnel, vous étiez presque à 500. Il va y avoir un nouveau relevé tout à l'heure là, du côté du Conseil constitutionnel. Est-ce que vous pouvez nous annoncer que vous êtes au-delà des 500 ou pas? Non, je ne le sais pas et j'espère, mais ça c'est le Conseil constitutionnel qui pourra le dire en fait. Et juste, je tiens à préciser que nous sommes là, oui, nous sommes là dans tous les combats électoraux, c'est vrai, mais nous sommes là aussi tous les jours. Tous les jours, dans les entreprises, dans les quartiers populaires. Et auprès des élus. C'est comme ça que vous allez récolter et auprès des élus, mais auprès d'abord et avant tout des travailleuses et des travailleurs. Je le dis parce que voilà, notre parti n'est pas construit pour être un parti, électoral, et on ne cherche pas des places dans les institutions. Voilà, c'est pas ça, on ne vit pas de ça. Nous, on est construit on veut se construire pour défendre les intérêts du monde du travail. Mener tous les combats, voilà, au jour le jour. Et les combats politiques, ça en fait partie aussi. Les élections présidentielle, c'est évidemment un coup de projecteur sur lutte ouvrière. Alors, pour revenir au parrainage, est-ce que vous trouvez que c'est un système juste dans la mesure où, par exemple, un Jean-Luc Mélenchon, qui est à 11% dans les sondages, eh bien, il dit qu'il ne parvient pas ou qu'il aura du mal à avoir ses 500 parrainages. Est-ce que le système, il faut le changer ? Moi, j'ai toujours plaidé pour qu'on change ce système-là. J'ai toujours dit que c'était... Même s'il vous est favorable. Que c'était injuste. Mais non, il ne nous est pas du tout favorable. Mais alors, pas du tout. C'est un combat. C'est un combat pour nous. Et on y passe effectivement des mois. C'est des centaines de militants qui vont rencontrer d'abord leur maire, et puis ceux du canton, nous allons discuter. Donc, non, c'est un obstacle qu'il faut à chaque fois passer à la force du poignet. Mais pourquoi les autres n'y arrivent pas? Voilà. Mais ils vont y arriver. Ils vont y arriver. Vous inquiétez pas. D'ailleurs, j'ai même vu que M. Bayrou, de toute façon, il est là. C'est vrai. Il est là en route. Mais pas pour vous. Ah, jamais pour nous. Non. Ah non, mais ça, c'est sûr. Nous, lutte ouvrière, nous n'avons jamais pu compter que sur le sens du pluralisme des maires des petites communes. Nous n'avons jamais eu d'aide de parti institutionnel pour tout ça. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on est sur le terrain, on va aller voir, on va discuter. Et moi, franchement, je leur suis très reconnaissante. Et juste 2 secondes pour leur dire ça, pour dire que oui, voilà, ils montrent qu'ils ne veulent pas que la vie politique soit monopolisée par des partis en place, institutionnalisés, tamponnés, estampillés par la grande bourgeoisie, par Bolloré ou je ne sais qui. Ils veulent aussi que des partis, même à contre-courant comme le nôtre, puissent faire entendre leur voix. Et je pense qu'en fait, ils l'acceptent d'autant plus qu'ils sont issus eux-mêmes des classes populaires. Vous savez, les maires des petites communes, c'est des femmes et des hommes du monde du travail aussi. C'est des salariés. Donc voilà, en tout cas, je leur suis reconnaissante de leur sens du pluralisme. On verra tout à l'heure si le vote populaire est de votre côté, en effet. Mais d'abord, puisqu'on parlait de Jean-Luc Mélenchon à l'instant, vous avez tenu un meeting samedi, et là vous avez pas mal tapé sur le chef de file de la France Insoumise en disant notamment il a fait un lifting. Pourquoi vous concentrez vos coups sur Jean-Luc Mélenchon plutôt que sur Emmanuel Macron, par exemple? Non, je concentre mes coups dans tous mes meetings contre le système capitaliste. Voilà, je concentre mes coups sur cette société qui marche sur la tête, où il n'y a que le fric qui compte. Mais Jean-Luc Mélenchon dénonce ça aussi. Et on l'a vu avec le scandale des EHPAD, et qu'on regarde d'un côté ou de l'autre, il n'y a que l'argent qui compte. C'est vrai pour l'écologie, c'est vrai contre les salaires, les petites retraites, etc. Donc c'est là-dessus que je concentre mes coups, justement. Mais à la différence de Jean-Luc Mélenchon, justement, je ne fais pas mine d'ignorer qu'il y a un grand patronat, une classe capitaliste qui règne, qui domine et qui impose sa loi. Et quand moi je l'entends dire votez pour moi et puis vous allez voir, on fera ci, on fera ça, il oublie quand même de préciser qu'en face de lui, il va avoir effectivement une classe de la grande bourgeoisie qui va s'opposer à sa politique. Pourquoi il a fait un lifting? Pourquoi cette expression? Il a fait un lifting parce qu'il était lui-même secrétaire d'État, il a été ministre, il a été au gouvernement. La gauche gouvernementale, ça le connaît. D'ailleurs, c'est un admirateur de Mitterrand. Et écoutez, c'est pas un scoop. Cette gauche gouvernementale, nous l'avons toujours dénoncée. Nous l'avons dénoncée
au pouvoir, parce qu'en fait, elle fait une politique comme les gouvernements de droite. Et je peux vous dire que, vous savez, ils ont fait tomber les coups aussi durement sur le monde du travail que la droite, cette gauche gouvernementale. Parce que, bon, les fermetures de lits dans les hôpitaux, c'est pas une nouveauté. C'est gauche, droite. Le recul de l'âge de la retraite, gauche, droite. Les licenciements, les fermetures d'usines d'eau, gauche, droite. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'est pareil. Vous mettez tout le monde dans le même panier. Ça, c'est leur bilan. C'est pas le mien, c'est leur bilan. Vous mettez aussi les communistes dans le même panier. Fabien Roussel, il mène une campagne qui est assez remarquée parce qu'il prend des prises de position très pro-nucléaire, très anti-woke, très anti-islamisme. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec lui sur ces thématiques-là ou pas? Écoutez, Jean-Luc Mélenchon... Mélenchon et Fabien Roussel, je les mets dans le même lot. Ah oui. Mais écoutez, le Parti communiste, et il n'a pas gouverné avec justement toute cette gauche. Alors c'était avec Mitterrand, ensuite ça a été la gauche plurielle, mais dans la gauche plurielle, il y était aussi, lui aussi. Alors ils se sont tous retrouvés ensemble, d'accord. Alors bien sûr, dans une campagne, chacun essaye de faire entendre sa petite différence, mais fondamentalement, moi, ce que je veux dire au monde du travail et pourquoi je suis candidate, c'est pour leur dire la vérité. Si on veut des augmentations de salaire, si on veut arrêter avec ces cadences infernales, si on veut arrêter avec ce chômage, cette précarité de maths, cette précarité de masse, il va falloir se battre. Il va falloir renouer avec les luttes collectives, avec les affrontements sociaux. Donc moi, c'est ça que je porte. Vous êtes très critique, on l'entend, envers les autres candidats de gauche. Donc vous n'êtes pas de ceux qui déplorent aujourd'hui qu'elle est extrêmement éclatée, la gauche, pour ces élections, que pas un candidat de poids, à part Jean-Luc Mélenchon, n'arrive à faire 5%? Non, je le regrette pas parce que, voilà, encore une fois, pour avoir quoi? Un Hollande bis. Et à chaque fois, vous savez, et moi, ça me fait penser aussi à ce qui s'est passé avec Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, sur l'écologie, qui allait la porter au gouvernement et qui allait faire quelque chose qui n'avait jamais été fait. Enfin, on allait prendre des mesures déterminées pour l'écologie en faveur du climat. Il a renoncé, il a démissionné en disant quoi? Finalement, les lobbies sont plus forts. Finalement, ce mur de l'argent, cette logique du profit, de la concurrence, elle est trop forte. Elle est trop forte. Et elle nous condamne une politique de petits pas qui, au bout du compte, n'enraye pas la catastrophe. Donc, vous voyez, en fait... C'est en ces termes qu'il avait défini les raisons de son départ. Eh bien, écoutez, réécoutez-le. Vous verrez que je ne déforme pas ses propos. Avec perte et fracas. C'est votre troisième campagne, donc, Nathalie Arthaud. Les Français commencent à vous connaître. Mais c'est vrai que chez Lutte ouvrière, on cultive toujours un petit peu le mystère, le secret. Je ne sais pas si c'est un mythe, vous allez nous le dire. Julia Arthaud, aidez-nous en tout cas à mieux connaître notre invitée Nathalie Arthaud et Lutte ouvrière. Alors, communiste, révolutionnaire, internationaliste, voilà 3 adjectifs et c'est le titre du livre que vous publiez, Nathalie Arthaud. Alors, vos origines, le début de votre engagement militant, vos idées, votre idéologie, ce n'est pas un gros mot. Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière, voici donc lancée, comme le disait Julien, dans votre 3e campagne présidentielle, 2012, 2017, 2022. Hop, récapitulatif, petit retour en arrière sur les 3 affiches. Et j'allais même dire, c'est votre 4e campagne, je trouve, présidentielle, car en 2007, vous étiez porte-parole aussi d'Arlette Laguillet. Vous étiez à ses côtés d'Arlette Laguillet, qui est votre mentor en politique, donc la présidentielle, vous connaissez, et cela depuis des années. Alors vous écrivez dans votre ouvrage de 200 pages, dès les premières lignes, « Rien dans mon histoire ne me destinait à devenir militante et encore moins porte-parole d'un courant communiste. Vous êtes né dans un petit village de la Drôme, grands-parents agriculteurs, fille de garagiste, et vous rêvez d'ailleurs. Et ça va commencer au lycée Lumière à Lyon en 86. Là, vous allez rencontrer d'autres milieux, celui du monde ouvrier et de l'immigration, comme vous l'écrivez. Et à 18 ans, lycéenne en sport-études, vous découvrirez les idées communistes entre 2 matchs de volley-ball. Ça, c'est vous qui le dites. Alors regardez, cette photo, là, nous sommes en 2003. C'est vous qui êtes dans une manifestation contre la réforme des retraites, toujours à Lyon. Aujourd'hui, à chaque présidentielle, moins de 1% des voix. C'est ce que disent légalement les sondages en ce moment. J'allais dire, et votre en même temps, c'est qu'il n'y a pas que la politique dans la vie. Vous êtes agrégé d'économie, vous enseignez dans un lycée de Seine-Saint-Denis, vous poursuivez votre activité pendant la campagne présidentielle. Et alors, Nathalie Arthaud, au moment où les candidats et candidates font tout pour fendre l'armure, eh bien vous, non. On ne sait quasiment pas grand-chose de vous. La Nathalie Arthaud, loin des projecteurs, des plateaux télé, des estrades. On n'en sait pas grand-chose, on n'en sait rien. Au moment où d'autres candidates disent « Oh là là, attention, j'ai des réflexions misogynes », tiens, ça nous fait penser, moi, à Arlette Laguillet, qui, lors d'une émission L'heure de vérité, on lui avait posé comme question « Monsieur Fidel Castro est à Paris, c'est votre type d'homme, Monsieur Castro, Arlette Laguillet ?» Est-ce qu'on imagine aujourd'hui ce type de question? Et est-ce que vous soutenez Valérie Pécresse qui dit « Oui, il y a des attaques misogynes » ?
Oh, écoutez, non, je ne vais pas soutenir Valérie Pécresse. Elle n'a pas besoin de moi pour être soutenue, Valérie Pécresse. Non, mais dans le fait qu'elle se par ailleurs, sent critiquée pour son meeting parce qu'elle est une femme. Vous devez la connaître, cette violence. Il y a sans doute de la misogynie, du sexisme, des réactions bien machistes derrière tout ça, c'est sûr. Mais je peux vous dire qu'en matière de misogynie, voilà, je ne pense pas que ce soit la victime la plus importante du siècle. Hein. Je pense que les femmes des classes populaires condamnées au petit boulot, mal payées, surexploitées, je peux vous dire qu'elles, elles en connaissent un rayon. Voilà, un rayon. Est-ce que vous en avez souffert dans vos campagnes? Non, je n'en ai pas souffert. Moi, j'ai souffert. Et encore, c'est pas une souffrance, c'est comme ça. C'est comme ça. Non, c'est la voix que je porte. C'est le fait de dire que le monde du travail doit mettre en avant ses intérêts, doit se battre, doit relever la tête, et doit combattre cette société, cet ordre social. C'est là que je suis critiquée en réalité. Arlette Laguiller, d'ailleurs, l'était aussi. Elle l'était sur ce terrain-là aussi. C'était une femme, mais en plus, c'était une employée de banque. Elle n'avait pas fait d'études. Elle était une simple Crédit employée. Lyonnais, sauf erreur. Voilà. Donc, elle a été victime, en fait, plutôt de racisme social, j'ai envie de dire. De racisme social, de classe, exactement. Alors, vous visez évidemment le vote ouvrier. En quelques mots, peut-être assez vite, Julien, dites-nous pour qui votent les ouvriers aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas vraiment chez LO. Non, parce que l'idée reçue du vote ouvrier, c'est égal gauche et extrême gauche. Eh bien, ce n'est plus du tout le cas, et notamment, on l'a vu avec la fin des bastions rouges, des bastions communistes. Les ouvriers ne votent plus pour les communistes ni pour les socialistes. Résultat, pour qui votent-ils? Eh bien, une proportion d'ouvriers votant pour le parti Le Peniste en 88. C'était 17%. À la dernière élection, on est à près de 40%. Et autre mouvement, soit ils votent pour le Rassemblement national aujourd'hui, ou alors pour l'abstention. Est-ce que finalement, c'est pas vous qui allez récupérer ce vote ouvrier? Est-ce qu'il est récupérable? Est-ce qu'il y a un vote de classe ouvrière, en fait? Justement, non. En fait, et ça, c'est aussi le fruit, vous voyez, la conséquence du passage de la gauche au gouvernement, qui a fait reculer, justement, la conscience ouvrière. Et qui a complètement déboussolé. Parce que précisément, quand vous êtes confronté à un gouvernement qui est censé être votre ami, hein, et qui, en fait, fait reculer vos droits, bah oui, il y a... Poids de la gauche, la transformation industrielle. Il y a de quoi être désorienté. La conscience ouvrière, c'est la crise. oui. C'est pas qu'elle n'existe plus, c'est qu'elle se tourne vers l'extrême droite maintenant. Si, la conscience ouvrière n'existe plus pour défendre leurs intérêts. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de femmes et d'hommes qui se résignent. Voilà, des salariés, des ouvriers, mais des techniciens. Nous, on ne parle pas que des ouvriers, on parle de l'ensemble du monde du travail. Mais c'est pas une question dans de les discours. services. Le discours de Marine Le Pen, il leur parle, alors que le vôtre, visiblement, non. C'est simplement qu'ils se résignent. Ils se résignent. Et quand on se résigne et quand on ne se sent pas capable de demander des comptes à ceux qui vous exploitent, ceux qui vous condamnent justement au petit boulot, au salaire, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien oui, on se démoralise et on se dit, bah oui, mais c'est peut-être mon voisin, c'est peut-être le travailleur d'à côté qui est mieux payé ou qui ne doit pas avoir ce logement. Voilà, c'est les boucs émissaires. Hein, et vous voyez, le vote de Le Pen, il est le reflet de cette démoralisation politique profonde. Parce que c'est un vote de démoralisation. Il n'y a pas de mea culpa de votre part. C'est un vote... C'est uniquement que cette résignation. C'est bizarre quand même. Ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un retour des luttes, un retour des mobilisations, un retour justement de cette conscience qu'on peut peser sur la vie sociale, et ça a été le cas en 1995 et en 2002, eh bien ce qu'on voit, c'est que nos scores, ils montent également. Ils montent. Moi, vous comprenez, ma candidature, c'est un appel au combat. C'est un appel au combat, c'est un appel à se retrousser les manches, un appel à dire, en fait, notre sort, c'est nous-mêmes qui allons le changer. Vous trouvez que les électeurs ne se mobilisent plus assez? Il faut que les femmes et les hommes des classes populaires s'en sentent capables de cela. Alors aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ils s'en sentent pas capables, en tout cas à l'échelle du pays, parce qu'en fait, il y a des réactions. Hein. Heureusement, il y a des luttes sur les salaires, il y a des débrayages. Il y en a une vendredi d'ailleurs, une grève dans les transports en commun. Dans un certain nombre, j'imagine. Bien sûr, mais c'est pas à l'échelle du pays, et c'est ça qui manque. Alors n'empêche que nous pensons que c'est la seule perspective, c'est la seule direction. Donc nous, on n'est pas des girouettes, on ne regarde pas ce qui est, ce qui fait des voix aux élections. On défend une politique, on défend une perspective. Et on verra cet après-midi si vous avez vos 500 parrainages. Donc le suspense sera peut-être levé par le Conseil constitutionnel. Merci beaucoup, Nathalie Arthaud. Merci.